va essayer de commencer. On roule, puis j'ai une photo dans les mains. Et Andréane dit qu'elle devait être sur cette photo et elle n'y est pas. On reçoit mon partenaire du dimanche, là, un peu plus tard. Puis, T'as des partenaires pour chaque jour de la semaine, quoi? Ben oui, vous êtes-vous jaloux, là? C'est quoi votre problème? Écoute, on travaille fort, marquez-moi, depuis... Nous sommes les partenaires du mercredi, Pierre, de toute évidence. Ouais, de temps en temps. Oui, voilà. Mais oui, mais sentez-vous choyé, c'est un privilège. C'est pas de temps en temps, Pierre. C'est pas mal hebdomadaire depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il y a une Ouais. certaine fréquence. Vous avez rendu mon mercredi excitant, par exemple, ça c'est cool. Mais on ne le dira pas tout de suite qui est sur la photo, parce Non. que c'est notre invité plus tard. En tout cas, J'aime ça garder des surprises. Je suis plus sur sa photo. On approche du temps des fêtes. Garder des surprises, c'est important. Oui, c'est Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Ben, on revient... J'ai l'impression que là, on est vraiment... Tu sais, tu parlais il y a quelques semaines qu'on retrouve les valises, les avions, les chambres d'hôtel. C'était vrai, mais on venait de passer le premier choc. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient d'embarquer dans cette routine-là, la routine des voyages. Et c'est pas un retour à la réalité brutale, mais ça demande quand même une certaine adaptation. Mais je pense qu'on y arrive. Je sais pas pour toi. À l'approche de la période des fêtes, on a le sentiment aussi que les gens vont se déplacer. Ce ne sera pas des fêtes virtuelles. Ouais. Mais on s'est remis à voyager. Mais là, vous arrivez dans le bout où votre valise elle reste ouverte à côté du lit. Ah, ça, c'est... Parce que vous ne défaites pas tout le temps. Mais moi, c'est confirmé parce que ça fait des années. Elle est là ce matin. Ah oui, c'est ça. Confirme, là. Moi aussi, elle est là. J'ai même pas touché à part les médicaments puis la petite trousse de cosmétiques, comme on dit. Mais ça, je peux te le confirmer. Ça, c'est vraiment le bout qui mérite. Faire et défaire la valise. Pourtant, je sais qu'on en a déjà parlé. Oui, on a parlé beaucoup de valises. Mais moi, c'est une semaine. Une semaine, c'est la période où je me dis, si je repars dans plus de 6 jours, donc là, la semaine complète, il faut que je range ma valise. Là, faut qu'elle aille dans la garde-robe. Je ne veux pas l'avoir parce que là, on est à la maison. Oui, mais c'est confirmé. Ma valise est ouverte. Mais il y a un coin spécifique dans la chambre. Ça ne dérange pas trop. Ne me fait pas trop chicaner Marie-Josée, c'est correct. On ne se cogne pas le petit orteil dessus en se levant la nuit. On est correct. Mais j'avoue que j'ai eu un petit pincement en vous voyant sur la route récemment parce que vous étiez au Madison Square Garden. Ben oui. Et moi, c'est un de mes arénas que j'adore. J'adore aller là. C'est quoi le surnom de World's Most Famous Building ou Arena? Ouais. Sérieusement, tous les amateurs de hockey devraient se payer une visite au MSG une fois dans leur vie. Pas un aspect architectural qui t'attire. Moi, c'est le plafond. Le plafond. Vraiment, les lattes de bois, là, en rond. Comme notre décor. T'as raison. Ça m'avait jamais frappé. Mais c'est vrai qu'il y a une inspiration semblable. C'est impressionnant quand tu rentres dans l'aréna. C'est très impressionnant. Et je sais qu'avec l'argent, on peut tout faire. Là. Puis on parle beaucoup de l'aréna du Kraken, qui a coûté plus d'1 milliard. Bon, c'est facile à dire qu'on peut tout faire avec de l'argent, mais encore faut-il bien faire les choses. Et quand le projet de réfection du Madison Square Garden a été dévoilé, la plupart des gens, et je faisais partie de ceux-là, puis je suis sûr Marc aussi, étaient complètement sceptiques sur la capacité du génie humain de refaire cet édifice-là sans le fermer, sans le dénaturer, sans lui enlever sa vie historique que tu souhaites garder. Ben, je pense qu'on y est arrivé. Et il était impossible de le démolir et de le rebâtir en raison de sa situation géographique. À cause de la gare. Avec la gare, Penn Station qui est en dessous. Puis quand on avait regardé pour déménager, en faire un nouveau, ben, c'était exorbitant. Le prix, simplement, des terrains à côté. On parlait du bureau de poste national qui n'avait plus besoin d'aide. Ben, le prix était astronomique. Mais, tu sais, moi, au Madison Square Garden, c'est vrai que le plafond est impressionnant, mais c'est l'expérience totale. C'est marcher et gravir la rampe. Très à pic. Oui. Parce que contrairement à Seattle, là, on n'est pas creusant dessous. On est au 5e étage pour être au... Je sais que c'est particulier. Ça n'a pas de sens, là, mais on est au 5e étage pour être au rez-de-chaussée. Pour être au niveau de la patinoire, on est au 5e étage. Donc, on monte une rampe très à pic pendant 5 étages. On arrive là et très souvent, on va croiser les animaux de cirque qui sont en attente parce que le soir, après le match ou le lendemain matin, il y a une représentation où qu'on vient de le finir. Il y a toujours quelque chose. Toujours. Il y a toujours quelque chose de spectacle canin. Il y a souvent les odeurs qui nous rappellent qu'il y avait le cirque avant nous. Aussi. Mais d'ailleurs, il y a une anecdote. Évidemment, je n'étais pas là parce que c'était avant que RDS diffuse du hockey, mais Lionel Duval a déjà mené une entrevue à l'Entracte à côté d'un tigre. Oh mon Dieu! Le tigre était dans une cage. Wow. Il était dans une cage. J'espère. Mais je pense que le tigre
aimait pas Lionel. Et le Tigre a grogné pendant à peu près toute l'entrevue. Et Lionel était... il avait peur. Disons que tu vois le cadenas, tu vois la cage, mais tu te demandes toujours est-ce que c'est bien fermé, est-ce que c'est bien fait. Mais ça fait partie du folklore de Madison Square Garden. Mais c'est aussi le fun d'y aller comme partisan, parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois l'année que j'étais sur le Canadien, donc en saison régulière, mais aussi en série. Et je suis retournée à New York dans les mois précédant la pandémie. Donc, d'ailleurs, si vous tripez Noël, vous allez à New York au mois de décembre, parce que c'est fabuleux. Donc, moi, je suis allée en décembre, juste avant la pandémie, et il n'y avait pas de hockey le soir où j'étais là, mais il y avait du basketball. Et je suis allée voir un match de basket et c'était tout aussi spécial de passer les portes du MSG dans les coursives, vraiment se promener avec les gens. Sûrement. Il y a de l'ambiance, il y a de l'histoire, il y a quelque chose dans ce building-là qui rend chaque visite tellement spéciale. Là. Moi, tu m'ouvres la porte parce que même après ma carrière de joueur, avant que je sois entièrement dans le monde des communications à temps plein, j'avais beaucoup de difficultés à aller voir un match de hockey dans un aréna, un amphithéâtre professionnel. Je suis allé voir un match des Panthers une fois avec les garçons parce qu'on était là-bas. Puis, comme une angoisse, un stress de rentrer au bureau à quelque part. Mais là, tu viens d'ouvrir la porte parce qu'il y a des stades mythiques. Moi, j'en ai vu au baseball. Fenway, Yankee Stadium, Wrigley Field. Le simple bonheur, Wrigley, on était ensemble. Le simple bonheur de dire, je suis dans les estrades populaires au Wrigley Field puis je me prends une bière aux 2 manches. Tu sais, ce simple bonheur-là... Oui, puis de pouvoir applaudir, puis d'être un partisan. Ça, pour moi, ça multiplie l'expérience. Même si jamais été au MSG. Fait que pour moi, là, puis Fenway, là, ça a été... pour moi, là, c'est mémorable. Je sais pas pour vous autres, avez-vous ces amphithéâtres ou de ces visites? Avant que tu dises que je suis vieux, parce que tu vas dire que tu es vieux, maintenant je le dis avant toi, c'est que j'ai connu tous les anciens amphithéâtres, sauf un. Et encore là, c'est parce que l'histoire des Red Wings est vraiment décalée par rapport aux Bruins, par rapport aux Maple Leafs et ainsi de suite. Mais je peux te dire une chose. Le vieux Garden de Boston, c'était sale, c'était vétuste. On entendait les rongeurs se promener dans le plafond. Mais je peux te dire une chose. On était à 15 rangées de la patinoire. On était assis carrément au milieu des spectateurs. Puis des fois, je faisais simplement retirer mon casque d'écoute pour entendre Raymond Bourque patiner dans le vieux Garden. C'était absolument incroyable. Le Maple Leaf Garden à Toronto, d'une propreté, même à la fin de ses jours, tu aurais pu manger par terre. C'était extraordinaire. Ça, j'aurais fait ça, par mais mon coup de cœur absolu, c'est le vieux Chicago Stadium. J'ai décrit le dernier match de l'histoire du Chicago Stadium. C'était en série éliminatoire contre les Blues de Saint-Louis. Et quand Frank Pellico commençait à jouer l'orgue et que Wayne Messmer commençait à interpréter l'hymne national, écoute, j'en ai encore des frissons en vous en parlant. Donc, je suis content d'avoir vécu. Je suis content d'être vieux, Marc. Mais ça a des avantages quand même. Je suis content d'avoir vécu cette époque-là. Et il y a des nouveaux édifices qui ont réussi à bâtir leur personnalité, mais il y a des édifices qui n'ont pas, selon moi, malheureusement, pas réussi encore à bâtir leur personnalité. Je vais te donner un exemple. Pittsburgh. C'est magnifique, le nouvel aréna. Oui, c'est beau. L'inspiration pour le détecteur de fumée, pour le centre... pour le centre à Québec, attention! C'était une excellente inspiration, en tout cas, à la base. On salue les gens de Québec. À la base. Mais tu vois, il manque un peu de personnalité par rapport au vieil igloo qui était très sympathique. Ben, juste parce que Marc m'ouvre la porte avec le centre Vidéotron, moi, j'ai fermé le Colisée parce que le dernier événement qui s'est produit là avec le hockey, c'était la Coupe Mémorial en 2015. Oui. Puis, il y avait quelque chose de... Bon, le Colisée était désuet, il n'y avait aucun doute là-dessus, mais il y avait quelque chose au Colisée. Il y avait cette âme-là. On avait l'impression de rentrer à la maison, là, les habitués. Moi, j'habitais à 8 minutes porte à porte du Colisée. Quand j'ai aménagé à Québec, je me suis pris un appartement, je me suis dit, je ne vais plus prendre ma voiture pour aller à l'aréna. Donc, j'habitais littéralement dans la cour. À 8 minutes à pied. 8 minutes à pied du Colisée. Puis il y a quelque chose qui est toujours resté là, dans ce building-là, qui est mythique aussi. Il y avait une belle vie, il y avait une belle énergie dans le vieux Colisée. On a décrit beaucoup de matchs des Nordiques à l'époque, et même quand le Canadien allait jouer des matchs préparatoires. Les pains à la viande du Colisée. Tous ceux qui ont mangé des pains à la viande au Colisée. Le pain à la viande au Colisée? Tu ne pourras pas manger ça à Marc. Tu ne pourras pas manger du pain à la viande. Ça, on va en reparler dans les coups de cœur. Mais bonne idée, on va revenir dans les coups de cœur. On va revenir dans les coups de cœur. On partage un peu la même version. Ah, est-ce que ça du Colisée était excellent? Pain à la viande et zucchini, non. Ah oui, les zucchini surtout. Mais il y a un building, enfin, il y a un stade
que je n'ai jamais vu. J'en reviens pas de le dire. Il y a un stade que j'ai jamais vu en personne, où je suis jamais allé non plus. Je suis gêné de le dire, moi qui suis le plus grand partisan des Packers. Non. Je ne suis jamais allé à Lambeau Field. Ah, on y va. Ben, on pourrait peut-être y aller avec notre invité. Ah, peut-être. Qu'on vous présente dans quelques secondes. On cache. On vous le présente dans quelques secondes. On voit à la reprise. On voit à la reprise un beau plaqué de. Là, je disais, un beau plaqué de Lyle. Mais Pierre, maintenant qu'on est rentré dans la discussion, ce serait peut-être le temps de le présenter, notre invité. Il était là, on roule, on tourne. Je le dévoile. Je l'avais caché, je le dévoile. Oh, il est là! Mais tu sais, Danny, c'est un peu comme ça ma parole. On a commencé le segment, on avait dit qu'on me présentait, mais là, finalement, on jase. Puis là, vous parlez de prononciation. Là, moi, j'enregistre pendant ce temps-là. Le midi. Oui, je sais, mais on jase ma parole. On est dans le même terrain. Danny Desrivaux, bonjour. Bonjour à vous. Tellement content que tu acceptes d'être avec nous. Ben, ça fait plaisir. Parce que... Attends un peu. Garde-toi une petite chaîne. Oui, c'est ça. Ils disent tous ça, mais on ne sait jamais les états d'âme quand nos invités partent. Là, maganez-le pas parce que nous, on travaille ensemble dimanche. La saison de football n'est pas terminée. On a encore du NFL extra en masse à faire, fait que ça serait le fun qui me parle. Es-tu déjà allé à Lambeau? Jamais. Tu vas venir avec moi si jamais. C'est sûr. Andréane, t'es jamais allé. Mais c'est sûr que j'y vais. Bon, on fera un petit voyage. Surtout s'il y a des Cowboys, un petit duel, Packers, Cowboys. Gros fan de Dallas. Je les déteste pas tant que ça. Non? Pas tant que ça. Je déteste les Seahawks, par exemple. Je déteste les Patriots. Je l'avoue. Tu as dû détester souvent dernièrement. On a un petit peu plus de championnat que tes Packs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'en concède. Et je le concède et j'en conviens. Mais, Danny, est-ce que ça existe, ça, pour un joueur de football professionnel, l'espèce d'attrait mythique des stades là, qui ont une très, très grande histoire? Ben, je pense que ça dépend des joueurs. J'ai pas l'impression que c'est tous les joueurs qui sont historiens de leur sport, oui. comme dans d'autres sports. Je sais qu'ici au Québec, au hockey, tout le monde est un peu historien, puis on réalise c'est quoi l'importance d'un stade mythique. Au football, je sais pas si c'est tant que ça, puis t'es repêché quand t'es un jeune joueur. Peut-être quand t'es plus vieux en carrière, t'as accompli certaines choses, là tu réalises l'importance. Peut-être que tu peux choisir d'aller vivre des expériences dans des stades parce que t'es bien supporté, t'as des grosses foules. Je pense que c'est un peu ça qui attire des bons joueurs à Lambeau Field. C'est surtout pas la ville. Surtout pas le climat si t'aimes pas le Exact, c'est le sport des fans, c'est le stade, c'est ce genre d'expérience. Mais dans ton parcours aux États-Unis, à NCAA, à l'Université de Richmond, est-ce que t'en as joué dans des stades où il y avait beaucoup, parce que, tu sais, dépendamment de la grosseur des programmes, si c'est pas à domicile, c'est parfois lorsqu'on rend visite, il y a cette facilité-là dans la NCAA. Peut-être, est-ce que tu as vécu? Absolument. Je suis allé à NC State jouer contre Philip Rivers. Je suis allé jouer à Vanderbilt. Cutler était là. Je suis allé jouer à... quand on est allé à Virginia Tech, stade, c'est impressionnant ça. Quand on était à UConn dans le Big East, fait que ça me permettait d'aller voir des gros stades intéressants. Puis moi, quand j'étais jeune, je regardais la NCAA à la télé, puis là, t'es dans la NCAA, puis t'as l'opportunité de voyager dans ces stades-là. C'est pas mal impressionnant pour un petit bonhomme qui a joué devant 200 personnes quand on était au secondaire, puis à 300 personnes quand t'es au cégep à 20. T'as joué où, enfant? À Laval. Fait que moi, j'ai commencé à Laval. Les Cowboys de CSL d'antan. De là, l'idée de l'amour des Cowboys. Tu sais que moi, j'ai joué pour les Indiens de Pontvio. C'était un excellent programme à Pontvio à l'époque, au Parc Chénier. Ben, c'est là que j'ai commencé aussi. Parce que les Cowboys étaient au Parc Chénier. Donc, on a les mêmes racines. Mais ça, c'est... Sur la rue des Alouettes, en plus, le Parc Chénier. Sur la rue des Alouettes. Et là, moi, ça me déconcentre depuis tantôt quand tu parles parce que tu bouges tes mains. Là, t'as apporté un de tes cailloux. Que des choses brillantes te déconcentrent. Non, mais tu sais, ce que tu dis, que de chemin parcouru pour le petit gars de Laval, puis là, on voit une de tes bagues de la Coupe Grey. Parce que t'en as 3. Ouais, c'est un parcours quand même intéressant. Est-ce que tu veux te partager, peut-être, Danny? Fortuné. On va flatter ton humilité un peu, mais c'est vraiment très beau. C'est pour ça que moi, j'ai joué 6 ans dans la Ligue canadienne. Puis j'ai l'impression que j'étais peut-être pas né pour être un joueur de football. Je suis 5 pieds 9, 190. Mes parents sont haïtiens. Ils voulaient rien savoir de venir au Québec pour que leurs enfants s'investissent dans le sport. C'était pas vraiment ça leur volonté. Puis moi, j'ai investi dans le football. J'ai eu une bourse d'études. Je suis parti aux États-Unis. Je joue professionnel. Je remporte des championnats. J'ai l'impression que j'en ai reçu tellement plus
que j'aurais dû recevoir du côté du football, dont des championnats. Tu joues 6 ans, tu remportes 3 championnats. Quand même. Puis moi, j'ai joué contre des gens qui ont joué 15 ans, 20 ans, qui ont gagné aucun championnat, puis qui ont investi autant de temps que moi. Puis, tu sais, je me sens comme un des chanceux, là, qui était à la bonne place au bon moment, puis qui a fait partie des très bonnes équipes. Comment on... pas comment, parce que ça se développe enfant, mais c'est quand même inhabituel au Québec d'aller vers le football plus que vers le hockey, plus que... le soccer maintenant, je pense. Oui, de plus en plus. C'est assez populaire, c'est assez... ça a un attrait de masse. Ça a toujours été, Danny? Jamais le hockey? Ça t'a jamais tenté? Non, vraiment pas. Moi, j'ai commencé au hockey. Le premier sport organisé que j'ai fait, c'était le hockey. À 9 ans. À Tombe, je pense qu'on jouait. Ouais. Puis, je pense que mon seul souvenir, c'est qu'on avait acheté beaucoup de stock. Beaucoup de stock deuxième main, parce que c'est cher. Hein, tu vas voir tes parents, tu leur dis, tu veux jouer au hockey. Fait que là, on va partout, on achète bien du stock, puis on joue avec le stock. Puis l'année d'après, il n'y a plus rien qui fait. Ouais, c'est ça, on a grandi. Fait que là, tu sais, on va faire des choix. Là, fait que là, j'ai joué au basket l'année d'après. Un peu moins de stock. Exact, un peu moins de stock à acheter. Fait que j'ai joué au basket, j'ai joué au baseball. Puis c'est à 15 ans que j'ai commencé à jouer au football. Seulement, parce qu'il n'y avait personne vraiment autour de moi qui jouait au football. Puis tu sais, on jouait dans la cour d'école, au touch, mais sinon organisé. Puis je pense que mes parents, ils voulaient pas tant que je joue au football. T'sais. Ils trouvaient que j'étais un petit bonhomme. Tu sais, le football, c'est un sport des gens qui sont... Je peux comprendre la réticence des parents. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai goût de te poser une question qui est beaucoup plus 2021, parce que certains, même d'anciens joueurs de football professionnels, ne veulent pas que leur enfant joue au football, ou du moins plein contact à un très jeune âge. On juge qu'à l'âge de 15-16 ans, c'est peut-être plus approprié pour commencer. Même au hockey, on se pose la question si on ne retarde pas la mise en échec. Quelle est ta vision là-dessus? Moi, je te suis dans cette réflexion-là avec mes propres enfants, puis aussi parce que moi, j'ai commencé tard, puis ça n'a pas nuit à mon développement. Je pense que le football, c'est un des sports qui te permet de commencer tard. Développement tardif, peut-être. Exact, c'est un sport de plus maturité physique qui te force à aller à l'université. Donc, si tu commences plus tard, tu as des bonnes bases athlétiques, tu es souvent capable de se faire repérer. Puis, tu sais, on le voit même au niveau dans la NFL, on a des très bons joueurs de football qui sont même allés au Temple de la Renommée, qui n'avaient pas joué au football à l'université. Qui étaient des bons athlètes qui jouaient au basket, qui faisaient d'autres sports. Multisports, Ils ont été multisports, puis ils ont développé dans la NFL, puis ils ont été capables d'avoir des très belles carrières. Donc, le football te permet de commencer tard, mais c'est sûr que si, moi j'ai 2 garçons, 8 ans puis 6 ans, s'ils venaient me voir demain et me disaient qu'ils voulaient jouer au football, je leur dirais d'attendre. Ah ouais, hein? Je leur dirais de développer leur qualité athlétique. Faites d'autres choses, t'as le temps. Début secondaire, je ne ferai pas attendre jusqu'à 15 ans comme moi, là, mais pas vraiment pas avant le début du secondaire. C'est quoi ta crainte? Ben, c'est le contact, mais c'est aussi, je crois beaucoup à le développement des aptitudes athlétiques. Absolument. Retarder la spécialisation, fais d'autres choses, amuse-toi. Quand tu es décidé au début du secondaire, let's go, on y va, all the way. Je vais te pousser, je vais t'encourager, mais prends le temps de t'amuser, fais plusieurs choses, puis après ça, tu auras le temps de te spécialiser. Mais ça vient avec aussi la connaissance qu'on développe. La crainte pour le football, tu pourrais l'avoir pour le hockey aussi. Absolument. Tu sais, tu as des gars qui jouent absolument. au hockey. Et puis, donc, c'est la connaissance, en fait, qui fait maintenant qu'on est conscient des coups répétés au haut du corps, pas seulement des contacts directs à la tête. On a beau légiférer de façon très sévère, particulièrement dans la NFL, il reste que le contact répété. Puis moi, il y a même des chiros très compétents, puis des gens de médecine très compétents qui m'ont dit, même tes années où tu jouais au football, parce que j'ai joué 4 ans, moi. Moi, j'ai arrêté de me développer. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au football. Et on m'a dit, ça se peut que tu portes encore des séquelles de ça. Alors, c'est clair qu'avec la connaissance, puis quand tu te fais dire ça, ben, tu as des réticences, certainement, comme parent. Tous les bons parents auraient le même principe. Puis moi, j'ai l'impression, puis j'aimerais que tu m'en parles, surtout dans la NFL, j'ai l'impression que on assiste à du football de plus en plus limite sur des contacts. Moi, Danny, là, on m'apprenait, j'étais joueur de ligne à l'attaque, j'avais pas le droit d'utiliser mes mains. Tout ce que je pouvais faire, c'était ça. Ça, c'est pas dangereux, ça. Plaquer, c'était encercler le joueur. Aujourd'hui, les demi-défensifs veulent juste le contact le plus violent possible. Est-ce que je me trompe ou il n'y a pas une sérieuse prise de conscience à faire? Ben, ça a été ça durant une époque, puis je pense que les dernières années, on voit de plus en plus où est-ce qu'il y a de plus en plus de pénalités pour des contacts sur les carrières, contacts sur les receveurs qui sont sans défense. Puis je trouve de plus en plus le travail des joueurs défensifs
de plus en plus difficile de comment plaquer quelqu'un qui vient vers toi à pleine vitesse, qui est athlétique, qui est plus grand, plus gros que toi, qui vient à pleine vitesse. Puis toi, tu dois trouver le moyen de le mettre au sol, mais aussi pas avoir une pénalité, puis tu as une espèce de... un rayon de contact permis par l'arbitre qui est gros comme ça, puis si t'es 2 pouces en haut, 2 pouces en bas, c'est une pénalité de 15 verges. C'est pas facile, puis des fois, ça enlève un peu le côté physique robuste du football. Il est supposé avoir des gros contacts, on veut qu'ils soient légaux, puis sans malice, puis sans intention de causer des blessures. Mais souvent, je parle à Andréane le dimanche, qu'on voit des gros hits qui sont légaux, je me réjouis. Je me dis, wow! Oui, ça fait partie du spectacle. Finalement, tu es capable d'avoir un bon contact parce que il y a de l'enseignement, puis les demi-défensifs, les joueurs défensifs, ils apprennent à bien positionner leur casque, bien viser. Donc, tu penses qu'on y arrive, là, tranquillement? Ça va arriver tranquillement, mais ça va prendre du temps, parce qu'il y a des années de vidéos, de choses du passé qu'on peut pas effacer nos mémoires. C'est une bonne nouvelle, parce que les jeunes regardent ça aussi. On l'a vu, il y a une petite vidéo qui est circulée récemment, tu sais de quoi je parle, d'un jeune qui imite carrément Derrick Henry, le porteur de ballon monstrueux des Titans du Tennessee, qui est blessé malheureusement, mais bon. Et lui, il est tellement fort. Le stiff arm, comment je le dirais, quand il se déplace sur le terrain avec un bras, il tasse tous ses adversaires. C'est la pause Heisman, c'est ça? Exact. Je pense que Pierre dirait la technique du bras tendu. Avec le bras tendu. Mais la carte de sport dans le temps, c'était avec le genou. Mais on a vu une vidéo avec un jeune qui faisait ça. Donc, c'est la même chose pour les contacts. Les jeunes qui veulent jouer au football regardent la NFL, regardent la CFL, puis ils regardent aussi de la façon dont les plaqués, comme les mises en échec se font au hockey mineur aussi. Puis là, je vais me dédouaner tout de suite. Je suis le moins initié au football à la table ici, mais il y a tellement de choses dans ton parcours d'athlète qui m'interpellent. Il y en a deux qui m'attirent. Je vais commencer avec le premier. Est-ce que c'est moi qui ne portais pas attention ou Laurent Duvernay-Tardif, Benjamin Saint-Just aujourd'hui? On voit de plus en plus d'anciens athlètes de la Ligue canadienne comme toi, comme les Mathieu Proulx, les Étienne Boulay qui ont été dans l'œil public. Est-ce que c'est moi ou le football québécois a attiré l'attention pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il y a des percées? Est-ce qu'il y en a encore à faire à ce niveau-là? Bien, c'est toujours en développement, puis je pense que la meilleure explication pour ça, c'est que qu'est-ce qui arrive avec le développement du football universitaire? Ça se développe, ils sont de mieux en mieux encadrés. Puis qu'est-ce que ça crée? C'est qu'il y a des joueurs qui ont eu des beaux parcours de formation, qui ne se rendent pas au niveau professionnel, qui veulent rester impliqués dans le sport. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Ils deviennent des entraîneurs des bas niveaux. Fait que la différence entre Danny Desrivaux, que son premier coach à 12 ans ou à 13 ans était peut-être le père de mon voisin. Ben là, le fiston de 12 ans qui commence à jouer au football, fort probablement, son entraîneur, c'est quelqu'un qui a un parcours universitaire, qui est allé à Laval, Sherbrooke, qui a été coaché par des entraîneurs à temps plein. Ça rehausse le niveau de développement des jeunes. Puis c'est pour ça qu'on commence à avoir des joueurs universitaires qui sont plus talentueux, mieux encadrés, qui s'entraînent mieux. Puis à tous les niveaux, tout est amélioré. Puis je pense que qu'est-ce qui se passe au niveau basket, au niveau football dans la NFL, ça va continuer à arriver. Là. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a maintenant une parité dans les gros programmes universitaires? Parce que pour une première année depuis longtemps, ça s'en vient. C'était plus juste une course à deux équipes. Il n'y en avait pas une qui était ailleurs dans son développement. Il pouvait y avoir des matchs où on ne pouvait pas prédire dans les rangs universitaires du RSEQ québécois. On a eu deux surprises, Sherbrooke et Concordia quand même. Des matchs contre Montréal et Laval. Je ne sais pas si je suis prêt à dire qu'on est rendu à la parité, parce qu'il y a encore un gros débalancement de ressources investies dans ces programmes-là qui fait en sorte que ça ne peut pas être soutenable à long terme, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a plus de bons joueurs disponibles. Donc, ça crée des opportunités pour ces autres programmes-là de recruter une perle rare, peut-être qu'un Laval, un Montréal n'aurait pas vu. Puis ça par effet de débordement, tout simplement. Parfois, ça crée un très bon joueur qui tombe dans leur programme, qui supporte leur programme pendant quelques années. Puis je pense qu'il ne faut pas Il faut devenir un expert en football. On va prendre une bière, je vais surprendre, ça va être réglé. Mais je pense qu'il ne faudrait pas minimiser aussi la relance des Alouettes. Parce que si on parle uniquement dans notre marché, ça commence par ça. Parce que moi, j'ai connu l'euphorie des années 70. J'avais ma paire de billets de saison dans le stade olympique dans les belles années de Marv Levy puis de Joe Barnes et compagnie. Mais j'ai aussi vécu la chute aux enfers. Ça a été ma première assignation de description. J'ai décrit les Concordes de Montréal quand Charles Bronfman avait essayé de sauver la franchise.
Et il y avait 3000 personnes dans le stade olympique. C'était horrible. Le football avait complètement disparu. Est arrivé l'exode vers les États-Unis. Et quand les Alouettes sont revenus et que M. Wettenhall s'est porté acquéreur de l'équipe, et là, l'effet Calvillo, les conquêtes et ainsi de suite, il y a ça beaucoup aussi, je pense. Enfin, à moins que je me trompe, là. Parce que, 100%. Tu le disais tantôt, les jeunes se nourrissent de quoi, Andréane? Ils se nourrissent de ce qu'ils voient. Hein? Ils se nourrissent de ce qui est hot, puis ils veulent en parler le lundi matin avec leurs amis. Ça a sûrement un effet intéressant pour les tout jeunes à l'école? Absolument. Puis parce que j'ai travaillé dans le domaine du vêtement sportif, on est allé en arrière puis de réaliser à quel point le retour des Alouettes a fait pousser dans plusieurs écoles, des programmes sportifs. Puis tu sais, les gens dans la société qui ont réalisé comment amener 50 jeunes garçons à dépenser leur énergie, à leur apprendre des bonnes habitudes, des bons outils. C'est dans le football, le travail d'équipe, la persévérance et tout. Donc, ça a poussé pas mal partout dans les écoles. Puis, il y a une grosse élévation de nombre de participants au football là, qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on voit qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en termes de qualité de joueurs sur le terrain. Tu es très ouvert à parler de tes origines haïtiennes. Tu es très ouvert à parler de l'inclusion, de la nécessité que le sport joue son rôle. Incidemment, merci, tu m'avais donné une extraordinaire entrevue à RDS. Je ne sais pas si c'était vraiment qu'on s'est rendu service mutuellement. Je ne sais pas si c'était ton test officiel, mais Dominique Vanelli, notre patron, avait dit on abordait le racisme à ce moment-là. Donc, il y avait Bruni qui avait accepté de parler. Puis il a dit, j'aimerais que tu parles à Danny, mais en même temps, dis-lui pas, mais j'aimerais ça lui faire passer un petit test parce que je pense qu'il va être très bon. Quel bon flash! Alors, je lui mais tout le monde à RDS doit passer par le purgatoire. Puis après ça, moi, je suis encore dans un test éternel. Ça fait une dizaine d'années. Là, j'aurais Pierre encore. En plus, Dom, il avait fait son frère. Il a dit, hey, toi, j'ai même pas besoin de te tester. J'ai pas besoin. Moi, j'ai l'œil. J'ai pas besoin de te faire de screen test. Mais, puis un petit assuré. Oui, mais Dom, c'est un amateur des Cowboys. C'est là que vous vous êtes retrouvés en partant. Déjà au départ. Mais j'aime ton imitation, c'est pas pire. Il aurait fallu que tu dises Cheech. Fait que j'aime les Cowboys. J'aime les Cowboys. Oui, ça ressemble à Marc aussi, parce que l'entrevue pendant le lockout, Marc était encore joueur. Puis j'avais téléphoné à Dominique, je dis lui, signe-les vite, répète-toi. Alors, tu avais donné, donc, et on revient au sujet un peu plus sérieux, tu avais été très ouvert et très généreux pour en parler. Est-ce que ton parcours dès ton enfance jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des embûches claires et nettes, des situations difficiles, douloureuses à vivre, que ce soit ici ou que ce soit aux États-Unis? Oui, toujours. Puis c'est arrivé à travers le parcours. Puis c'est de se faire réaliser ou mettre dans le visage que tu vis, malgré le fait qu'on est tous dans la même ville ou dans la même société, tu vis un parcours qui est différent, parce que tu as des expériences différentes, puis on te traite différemment. Puis, dans le fond, qu'est-ce que le plus plate dans ça, c'est que quand tu vis ça, tu normalises un peu qu'est-ce qui se passe autour de toi. Puis je pense que les événements de George Floyd, c'était comme l'élément déclencheur en moi que c'est là, c'est pas correct de normaliser. C'est trop, là, c'est fou. Ben, c'est ça, on peut pas juste tolérer ça. Puis aussi le fait d'avoir des enfants, puis là, tu dis, hey, wow, si personne ne fait rien, personne ne dit rien, ben, dans 20 ans, ben, eux autres, ils vont avoir la même réalisation. Puis dire, wow, on n'a rien fait pour changer la chose. Fait c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent. Puis, des fois, c'est très subtil. Là. C'est un regard, c'est une parole, c'est une question. C'est comment tu sens. As-tu déjà eu, comme Bruni, des taxis qui ont refusé de s'arrêter? Parce que Bruni a vécu ça. Ah oui. Il a vécu ça. Ah oui, et Bruni a parcouru le monde. Alors évidemment, il y a des pays où il y avait peut-être un peu plus de racisme qu'ici, par exemple, mais il a connu ça, lui. Non, jamais un taxi qui n'a pas voulu me prendre, mais tu sais, te faire un arrêt de routine check-up par un agent de la police. Pour aucune raison valable. Pour aucune raison valable. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi tard que j'étais entraîneur avec les Carabins. Puis je pense qu'une soirée, on rentrait tard. Puis pour partir du Sepsum, tu dois passer à travers TMR pour aller prendre la 15. Je m'en allais à Laval. Puis je roulais. Puis il était tard. Puis on avait fait du vidéo. On avait resté tard au bureau. Puis tu te fais arrêter. Puis je me rappelle avoir été arrêté. Puis j'étais comme, je suis brûlé, je suis fatigué. Je sais que j'ai rien fait. Mais je me sentais pas bien. Ouais, je te comprends. J'étais comme, pourquoi je me sens pas bien, j'ai rien fait. Ouais. Puis là, on t'arrête, puis tu vois la personne prendre les papiers, regarde, mais vous faites quoi ici?
Dubitatif de tes réponses, probablement. C'est ça. Je travaille au CEPSA. Vous faites quoi au CEPSA? Mais il est quand même tard. Je suis coach de football. Ben voyons. Puis là, le match est 8h à Québec. Puis t'as finalement de dire, t'as trop de neige sur ton capot, sur toi ouais, là, on trouvait le prétexte. C'est ça. Puis tu dis, oh my God. Puis je me rappelle, je suis rentré au bureau, je suis rentré à la maison, c'est arrivé. Puis le lendemain, je l'avais encore en tête. Puis je me sentais pas hot le lendemain matin. Puis là, les gars me demandent, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je dis, je me suis fait arrêter. Puis là, dans ma tête, je suis comme, ça doit vous arriver à vous aussi. Puis tout le monde te regarde comme, non, comme jamais. Puis là, tu dis, il y a des choses qui se passent différentes. De rentrer dans un commerce avec mon sac de laptop, puis tu vois bien des gens rentrer avec des sacs à dos, des sacoches, puis ils sont pas interpellés, arrêtés. Puis là, hey monsieur, vous, votre sac, laissez ça en avant, s'il vous plaît. Puis, ah ouais. Hein? Tout le monde a regardé autour de moi. Puis donc, dans toutes les petites choses, je comprends que le mot systémique a été débattu, à tout le moins, mais on peut comprendre aussi pourquoi on l'utilise aussi. Donc, quand ça en est à toutes les petites choses de la vie comme ça, c'est effectivement un peu dans un système ou dans une culture malheureuse donc que tu as vécu sur le terrain. Exact. Puis comment tes parents sont venus d'Haïti? Exact. Mes parents sont nés en Haïti, ils ont immigré. Et est-ce qu'ils ont été une force, une très forte référence pour être capables d'accepter de passer au travers ou s'ils ont découvert ça sur le C'est pas vraiment quelque chose qu'on abordait en termes de leurs expériences. Mais moi, j'ai toujours senti, avec mon père, mon père il était chauffeur de taxi, fait que c'est sûr que lui, sur le terrain, il en a vécu des choses. Il en a vu, peut-être des gens qui ne voulaient pas embarquer dans son auto parce que c'est lui qui venait les ramasser, ou la compétition entre différents chauffeurs de taxi, parce que les immigrants haïtiens qui venaient voler de la job aux gens qui étaient ici, etc. Fait que j'ai toujours senti que mon père, il essaie de me guider vers... ou m'armer de résilience. Tu vas sûrement devoir travailler plus fort, tu vas sûrement devoir faire plus que les autres, tu as moins le droit à l'erreur, il va falloir que tu sois plus tough. Puis il m'armait un peu à ça dans mon jeune temps. Puis il n'y avait pas tort. Ma réflexion première, c'est comme société, là, on en est tributaire parce que ça fait des gens comme Danny Desrivaux, ça fait des gens qui sont façonnés de façon qui sont encore plus forts puis qui vont contribuer à la société. Moi, ce qui me dépasse parfois, puis je te pose la question, est-ce que tu l'as vécu souvent sur le terrain aussi, sur le pitch, sur la surface de jeu? Je te dirais peut-être jeune, là, au baseball, peut-être. Je te dirais au hockey, très peu. Peut-être au baseball un peu, mais au football... c'est quand même un des sports les plus divers. Multiculturel. Moi, j'ai toujours été dans des équipes qui avaient des Blancs, des Noirs, des Espagnols. Mais j'ai le goût de te poser la question parce que des fois, les gens me disent « Mais pourquoi ça ressort pas plus que ça au hockey? » Mais j'ai une théorie qui est bien simple. Puis, c'est difficile pour un homme blanc de 40 ans qui n'a pas trop de problème d'en parler. Mais la réalité, c'est que quand la porte du vestiaire elle ferme, quand la porte du 200 par 85 ferme, la couleur, l'orientation sexuelle, les objectifs sont plus là, mais plus là pantoute. Tu veux bloquer un tir, tu veux marquer un but. Puis, tu sais, si Danny n'est pas avec moi ou si Danny n'est pas contre moi, puis ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau, elle est là, la rivalité. Alors, je ne dis pas que tout le monde est égaux, c'est impossible. Je ne suis pas aussi utopique que ça. Mais est-ce que tu l'as vécu un peu comme ça? Parce que oui, c'est vrai que le football est divers. Mais à quelque part, tu as une famille de 50 qui pousse dans le même sens. Tu as une famille de 50 de l'autre bord qui ne veut pas ton bien, puis ça n'a rien à voir avec... non, je sais pas, c'est un peu avec la compétition. C'est un peu mon explication, mais peut-être que je suis dans le champ puis, aussi. Ça l'était aussi, moi, dans les vestiaires dans lesquels j'ai été. C'était à quel point tu peux contribuer au succès commun. Peu importe ta nationalité, tes idées ou whatever. On peut avoir des débats off the field n'importe quand, n'importe où, mais quand c'est game day, quand c'est en pratique, quand c'est temps de se préparer pour gagner un match, ta valeur et qu'est-ce que tu contribues à les succès de l'équipe, that's it. Puis l'approche dont tu parlais de ton père concernant l'adversité, est-ce que tu te sens obligé encore en 2021 d'aborder ça avec tes propres garçons qui ont maintenant 6 et 8 ans? Est-ce que tu te sens responsable d'aborder ces sujets-là avec eux encore aujourd'hui? Oui. Ouais, je dirais que oui. Puis quand, tu sais, George Floyd, c'est quoi? C'est l'été 2020? Oui. Puis, tu sais, Samuel il allait avoir 7 ans, mais Samuel, qui est mon plus vieux garçon, il avait un éveil mental assez pour réaliser qu'il y a quelque chose qui se passait dans le monde. C'était à la télé partout. Puis, manifestations. Les manifestations. Puis l'espèce de climat, la police contre le monde.
il y avait un éveil, puis je me rappelle, un moment donné, il m'avait dit, mais si la police a un problème contre les Noirs ont juste à tourner leurs mains comme ça, puis ils vont voir que les mains sont blanches, fait les yeux d'un enfant. Il essaie de trouver des solutions, là, puis il comprenait pas, parce que, à cet âge-là, pour eux autres, ils s'en foutent, là, c'est comme, il n'y a pas de noir, blanc, à l'école, tout le monde est pareil, mais lui, il voyait un monde au-dessus de lui où est-ce que c'est pas tout à fait ça, là, fait que, moi, parce que j'ai été élevé comme ça, puis c'est comme ça que je suis comme programmé, ça me surprendrait que j'aborde pas ce genre de choses-là, ne serait-ce que pour le préparer au cas où, puis s'il n'y en a pas de besoin, tant mieux. Est-ce que maman est d'origine haïtienne aussi? Québécoise. Québécoise. Donc, maman est québécoise, originaire d'Amos. Donc, on a le parfait mélange. Bravo, parce que je ne savais pas cet aspect-là de ta vie personnelle, mais ça doit donner une magnifique complémentarité aux enfants quand même. Absolument, parce que chez eux, c'est leur premier exemple de diversité. Ouais. Puis le fait que deux personnes qui viennent de deux univers tout à fait différents, là, je vous parle de Amos, dans l'Abitibi. On salue les gens. On parle de quelqu'un qui a grandi en Abitibi, puis un fils d'un couple haïtien, là, on vient de deux univers tout à fait différents. Comment vous vous êtes rencontrés? Un ami en commun à Montréal. Elle avait déménagé à Montréal, puis moi, j'étais en fin de carrière de football, puis j'étais prêt à... Mais elle aussi, c'est une athlète, ceci dit. Absolument. Il y a quand même un point commun là, au niveau du sport. On s'entend. Elle est vraiment en forme. En forme en général ou c'est une joueuse de basket. Une joueuse de basket. Elle a gagné le championnat national avec Sainte-Foy. Ah oui. OK. C'est une petite athlète. Fait que le profil du underdog, là, Montréal, là, c'est to the limit. Là, puis, mais moi, j'en connais un petit peu plus sur ta vie personnelle. Puis, ça me titille depuis tantôt. Puis, je voulais vraiment savoir comment va le lapin Lola. OK. Oui, c'est ça. Faut parler du lapin. Lola va très bien. Elle prend trop de place dans le salon. Dans le salon ou dans votre vie? C'est votre c'est ça. C'est le vrai lapin. C'est le lapin, Lola. Oui, Lola, ça fait pas longtemps qu'elle fait partie de la famille. Exact. Mais c'est comme si elle avait toujours été là. Et je pense qu'on va changer l'acte de propriété à la maison. Parce que je pense qu'il faut que je l'inclue maintenant là-dedans parce qu'elle prend tellement de place. Elle est tellement importante. C'est devenu une mascotte les dimanches de football, Lola. On l'a jamais rencontré en personne. Là, je dis on, l'équipe de football, mais c'est parce que la première semaine que Lola est arrivée, il m'a dit « Andréane, faut que je te parle. » J'ai un lapin maintenant. Je suis comme quoi? Mais tu sais que j'ai un lapin, moi, qui se promène régulièrement autour de mon complexe de condo, là, près du parc Jarry. Je sais pas s'il est errant, mais il a l'air en parfaite santé. Enfin, je dis il, elle, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Mais l'animal a l'air en parfaite santé. Il a l'air d'avoir bien du plaisir. Peut-être qu'on pourrait y présenter Lola. Lola, je pense pas qu'elle est prête, Lola. Non, elle n'est pas encore là, non. Mais Pierre, je souligne ton manque de sensibilité. On parle d'un membre à part entière de la famille des rivaux que je voulais parler de Lola. Mais est-ce que c'est source de conflit? C'est ça que je comprends? Ou c'est source de joie intarissable? Le lapin prend vraiment la moitié du salon en passant. Puis je me permets de le dire parce que ça s'est retrouvé sur Instagram. Oh my God. Dans le fond, l'histoire avec Lola, c'est que mon fils avait vu un lapin dans sa salle de classe et Marie, ma conjointe, avait vu que Samuel avait été vraiment content. Donc, elle m'avait dit, est-ce qu'on pourrait peut-être y penser de amener un lapin pour Samuel, les enfants. Ça fait pas de bruit, c'est facile à s'occuper. Ça jappe pas, c'est vrai. Je vais m'occuper de tout, Dani, tu vas voir. Puis je pense que je devais être à RDS ou occupé. Puis je pense que j'avais répondu, je ne suis pas fermé à l'idée. Je vous jure, moins de 24 heures plus tard, ben oui, c'est sûr. Il y avait un lapin, une cage, un enclos. Marie avait écouté 48 heures de vidéos tutoriels sur quoi faire avec le lapin. Elle savait qu'est-ce qu'il mangeait, quoi faire. C'était débile. J'avais ouvert la porte comme ça. Oui. Elle a défoncé. Et si tu m'avais contacté, me suis tellement souvent fait l'inexpérience. C'est de l'inexpérience. piégé en répondant, je ne ferme pas, je ne suis pas fermé. Je me suis tellement fait avoir. Plus jamais. Mais pour moi, l'histoire de Lola, là, c'est tellement typique de la relation avec la gang de football que tu as créée en moins d'un an. Mais ça vit comment un lapin dans une maison? Ça monte-tu dans le lit?
lapin? Non, ça va mais- te mordiller les fesses? Ok, la nuit? le lapin chez nous avait une cage Ouais. entourée d'un enclos. OK, il se promène pas. C'est comme avoir une librement, là. maison avec un gros terrain avec une grosse clôture. Mais maintenant, elle n'a plus de cage. Elle a gradué. Juste l'enclos. Ah, juste maintenant. l'enclos. Puis elle sort pas de là. Ah non, ben non, il faut qu'elle sorte. Ah oui. Ah oui, ben oui. Fait que là, Marie, maintenant, elle laisse le lapin sortir. Puis il faut qu'on ramasse nos choses. Puis C'est parce que j'ai les déjà laisser connu traîner. j'ai C'est déjà un bon connu truc, quelqu'un dont la blonde, la conjointe, elle avait un furet. Ah Oh. Et je peux te Non, dire, non, je peux non. te dire que le furet était pas mal actif. La première- 24 heures par jour. La première journée que Dani nous a parlé du lapin, on a une réalisatrice à RDS qui a dit « J'ai une bonne recette si jamais t'en as besoin. Vous savez, le temps des fêtes s'en vient. Non, c'est pas vrai, on salue Lola. Salut, Samuel. Et ton plus jeune, c'est? Théodore. Théodore. Fait qu'on salue tout le monde. Salut Prenez toute soin la de Lola. famille. Et il y a une chose, moi, que je veux absolument aborder avant qu'on se quitte. J'ai l'impression que tu as toujours le sourire, tout le temps. Est-ce que c'est ta nature? Est-ce que tu es vraiment comme ça? Et est-ce que tu es joueur de tour, humoristique? Je pense pas non? que je suis joueur de tour, mais je suis un éternel optimiste, je dirais. Je m'apitoie pas sur les mauvaises choses qui peuvent arriver. J'ai toujours un optique de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, j'ai pas le temps de pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je préfère investir l'énergie dans la solution, dans la correction, dans l'amélioration que d'en pleurer sur les faits accomplis. Donc, je pense que ça me sert bien parce que c'est pas vrai qu'il m'est jamais rien arrivé puis des Non, choses sûrement. qui méritaient que je m'apitoie sur mon sort puis que j'en pleure une shot, là, mais j'ai ça en moi. Ça me sert bien comme joueur de foot, ça me sert bien à travers les potentiels obstacles. Je Et pense dans que l'après-carrière. oui, ça te c'est servait. une de mes forces, je dirais, là, d'avoir la mémoire courte puis être capable de passer next play, comme on dit au Puis foot. comment t'aimes notre grande famille? Ben, j'adore. J'adore. Je suis content d'en faire On partie n'a pour pas de cette fun, semaine. hein? Non, On pas n'a du tout. pas de plaisir Pas du du tout. Ben, tu sais, Adrian, ça fait un an et demi qu'on se connaît Ouais. maintenant. J'aurais été surpris que ça soit bien différent de qu'est-ce que nous, on fait les dimanches. Oui, on a bien On s'amuse. Oui, on s'amuse, on se prend pas au sérieux. La seule chose qui le fait fâcher, là, c'est Oui. Coach Nagy à Chicago. C'est Oui, la oui, seule qui oui. te fait Lui, chier. il me dérange, lui, à chaque semaine. Il me dérange. Il est dérange Pierre aussi. Il hein, est c'est- payé le trop niveau d'argent. des Il est payé Packers. trop d'argent pour être mauvais. Danny, hey, tiens, tu fais partie de notre confrérie Ah, maintenant. c'est pas vrai. Est-ce que ça te tente de faire ta première commandite de notre commanditaire? OK, la première. Alors, tu vois, mention 2 points, OK. Ça, t'es pas C'est obligé toi de qui le fais lire. la pub. étudié à partir de C'est ma notre part. commanditaire Subway. OK. Ma parole est une présentation de Subway. Oui. Vous pouvez déjouer votre faim avec Ah-ha. des délicieux repas fraîchement préparés. Oui. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. L'appli. Subway, mangez frais. Oh! Oh, avec le sourire, bravo. Un naturel. Alors, si tu veux une petite leçon rapide, moi, je préfère à la fin Subway. Manger frais. C'est pour ça qu'il s'appelle commence. l'inimitable. Exact. Pierre-Houd. Commence. Subway, mangez frais. Non. Subway. Non, il dit non en plus. Il Subway. dit non. Non, il Subway. coach. Subway, pause. Subway, pause. Je le savais, j'espérais. Hey, Danny, merci beaucoup. Hey, Merci c'est un à vous. plaisir, Danny. Merci à vous. Merci. Plaisir à moi Puis aussi. la prochaine fois, tu nous amènes Léa. Hein? Lola. Lola, c'est-à-dire. Lola. C'est vrai. Pierre, porte S'il y a une attention. Léla, ça veut dire que j'ai un deuxième lapin. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On fait l'émission Le repas des fêtes. Bientôt, Lola, bienvenue. Et on passe à un autre volet. Merci, Danny. Ça fait Salut. plaisir. Merci à vous. Ben, voulez-vous que je commence? Non, mais... Non? Oui, Ok. non, mais vas-y. Non, vas-y. 12 novembre. 12 novembre, quoi? Ben, le 12 novembre, à ta question. Ah, ça, c'est on joue à Géopardy? Oui. La réponse est 12 novembre. Quelle est la question? Quand as-tu commencé à aimer l'automne? Non? OK. 12 novembre, c'est la date où j'ai eu la mission, à laquelle j'ai participé volontiers, je vais l'avouer, mais j'ai eu la mission D'aller avant... aux pommes. Non, le 12 novembre, Non, c'est il est pas. non, 12 novembre, c'est... OK, je vais le dire. Oui. Monter le sapin de Noël. Attends. Le monter du sous-sol dans le salon ou faire le montage? Tout. T'as monté ton Monter le sapin. sapin de Noël du sous-sol parce que c'est pas un vrai, vous aurez compris. Monter la grosse boîte. Monter les bacs transparents parce qu'on peut voir au travers des bonnes décorations de Noël. Oui. Ouais. Et faire le montage du sapin. La décoration, je n'ai pas vraiment le droit de toucher à ça maintenant. Mais je vais te recréer Mais il faut la que les lumières scène. marches. Ah, ça, c'est Ah, ben oui, épouvantable. ça, c'est mais, à chaque année. mais je vais te recréer Mais la 12 scène parce que novembre. je connais Marc et Marie-Josée. Enfin, je connais beaucoup Marie par ricochet. Tu sais ce qui est arrivé. Ce matin-là, Marie a dit à Marc, c'est le syndrome du faucon.
Marc, faut qu'on monte le sapin de Noël. Inclusif. On est en toi. Mais qui finit par être victime du syndrome du faucon, c'est toujours... c'est souvent la personne qui n'en parle pas. Tu connais ça, le faucon? Non? Faut qu'on sorte les poubelles. Ouais. Hey, moi, faut qu'on aille porter les bouteilles et les canettes. Oui, moi, les garçons, il faut qu'on sorte les vidanges. Faut qu'on aille reconduire Thomas tantôt. Ouais, bon, faut qu'on coupe le gazon. Du faucon. Faut qu'on passe le balai. Je suis pas ému pantoute, hein. Je veux juste vous dire ça. Moi, les garçons, là, je suis pas ému du tout. Mais ce sont deux concepts qui sont complètement différents. Mais je suis un peu interpellé parce que je connais ta réponse légèrement. Mais pour moi, le 12 novembre, ça fait plein de sens. Parce qu'avant, je vais dire en anglais, notre gauge, on vivait aux États-Unis pendant 12 ans, c'était le Thanksgiving américain, qui arrive à la 3e semaine. Ouais, c'est tout à fait normal. Et qui est très, très célébré aux États-Unis. Oui. Encore plus que Noël, à cause des allégeances religieuses. Mais voilà, c'était le lancement de la saison des fêtes aux États-Unis. Et les décorations de Noël, c'était correct. Mais là, maintenant, on ne peut pas se fier à l'Halloween, là. Non, 12 novembre. Moi, c'est ma référence. Oui, c'est ça. Je suis un gros bébé pour Noël. Toi aussi, le sapin est déjà fait. Ben là, je retarde le groupe. Moi, il n'est pas complété, mais disons que là... Mais je passe en général en mode Noël le 1er novembre. Oh. Ouais. Le lendemain de l'Halloween. OK, mais toi aussi, tu as un sapin artificiel. Ah oui. Parce que là, c'est ça. Moi, j'ai un sapin naturel. Fait qu'il n'est pas question de partir ça en novembre parce que rendu à Noël, il va tellement être sec, ça va être épouvantable. Des aiguilles aussi. Donc, moi, ça va être le premier week-end de décembre. Ça t'honore. Ça t'honore, mais ça retarde un peu. Je retarde le groupe, vraiment. Mais je suis surprise. As-tu d'autres décorations, des guirlandes, des lumières, des... J'ai quelques bonnes Noël. J'ai une boule de neige, là, tu sais, que tu mets... T'as une boule de neige. Oh, wow, non, mais ça la doit boule, être beau. le globe, là, que tu peux passer, là. OK, je pensais que tu disais que tu avais une boule pour le sapin. Non. Les gros bacs avec les bonnes décorations. Oui, je les ai. Puis je pense que je frôle la maladie mentale quand je fais mon sapin de Noël parce que ça peut me prendre un bon 4 à 5 heures à décider les décorations, comment les placer, tout ça. Je suis très, très, très dans les micro-détails. Oui, je prends ça au sérieux. C'est juste que je prends ça au sérieux en décembre, pas en novembre. C'est correct. En fait, c'est moi qui suis peut-être un peu prématuré, mais je traîne ça depuis mon enfance. J'ai toujours été fasciné par la période des fêtes, par les lumières. Moi, j'ai besoin de lumière. J'ai vraiment un gros besoin de lumière. Tiens, on a trouvé la boule. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Toi, tu parles du globe enneigé qu'on retourne à l'envers, là, puis qui joue de la musique. Oui. Non. Puis as-tu des casses-noisettes et tout ça? Moi, j'ai tout ça aussi. J'ai un casse-noisette géant. Ils me font un peu peur, les casse-noisettes. J'ai mon petit train électrique qui tourne autour du sapin. Oh, ça, c'est un autre niveau. J'ai le train électrique de mon papa quand il était enfant, qui n'est plus fonctionnel, mais que j'ai gardé puis que je monte à chaque année attentivement. En fait, je pense qu'il sera encore fonctionnel, mais j'aurais peur de mettre le feu à la maison, donc je le branche pas. Donc, on va rester calme, là, quand même. Mais oui, j'aime bien ça. Mais tu sais que le début du mois de décembre, ça commence à être tard. Tu as vécu au Saguenay aussi, hein? Oui, je sais. Les pneus d'hiver en octobre. Au Saguenay, oui. Ils basculent tôt vers l'hiver. Au moment où on enregistre, là, on est encore mi-novembre, puis la neige est déjà tombée. Là, j'ai gardé l'habitude des pneus d'hiver très tôt. Bon, ça va. Voilà. Je vais repartir avec des nouvelles décorations. C'est beau, hein? C'est beau, c'est tout doré, plein oui, d'or. Je vais en avoir partout. Regarde, j'en ai déjà plein sur les doigts, c'est super. Wow! Bon, alors voilà. Alors après la dinde... Parce que j'en ai entendu beaucoup parler. La poitrine de dinde. Mon aveu. C'était même pas une dinde, c'est une poitrine de dinde. C'est une même pas, c'est un quart de dinde. Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie aussi de mon plaisir des fêtes. Le quart de dinde? Oui, le sapin, les lumières, la musique de Noël. Oui. Moi, ça joue... Les biscuits. Moi, j'aime ça faire les biscuits. Puis le Père Noël, parce que moi, je crois encore au Père Noël. Oui. Qui n'y croit pas? Je veux dire, le Père Noël, il existe. Oui. Oui. T'es sûr de ça, hein? Oui, sûr et certain. Okay. Oui, sûr et certain. Tu le salueras. Tu lui diras de s'arrêter chez nous. Salut tout le monde, à la prochaine.